Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la deuxième partie du Think Outside the Box d'Oléa Médical. Je pense que vous commencez à nous connaître un petit peu mieux maintenant. Alors, c'est la deuxième année qu'on fait le Think Outside the Box. L'idée, c'est de montrer que l'innovation en France, elle est bien là, quoi, et qu'on est capable de montrer le chemin de ce que sera la radiologie de demain. Je n'ai pas besoin de vous présenter Denis Le Bihan, Neurospin, l'Université de Kyoto, c'est quand même le père de la diffusion et de l'IVIM. Vous avez de la chance aujourd'hui, c'est un jour important, parce que ce que vous allez écouter aujourd'hui n'a jamais été dit. Donc vous allez découvrir des applications que vous n'avez jamais vues. Je vous souhaite une bonne présentation. Et Denis, à toi. Bonjour, merci beaucoup Faisal, et puis toute l'équipe d'Oléa qui a tout fait pour que tout se passe bien. Voilà, donc je vais vous parler de l'IRM de diffusion et de l'IVIM. La moitié de ma présentation, c'est un petit peu, mais très rapidement, d'où on est parti et où on en est aujourd'hui sur le plan des applications scientifiques. La deuxième partie, on revient dans le domaine clinique pour vous montrer ce qui peut aussi se préparer pour le futur. Et effectivement, avec de nouvelles applications de l'imagerie IVIM qui n'ont pas encore été montrées jusqu'à présent. Bon, à titre, je lance les idées. Voilà. Alors, j'ai un lunchbox, donc bon appétit. Donc, l'imagerie de diffusion, elle est née en 84 à peu près. À l'époque, donc, on faisait des images, elles n'étaient pas aussi bonnes que celle-ci, et ma préoccupation, j'étais encore interne, puis étudiant en physique, c'était de dire, voilà, donc j'ai une lésion, si j'avais un moyen de comprendre un peu mieux ce qui se passe à une échelle microscopique, qui n'est pas l'échelle des images, ce serait mieux. Donc, en gros, l'idée, c'était de faire une sorte de biopsie virtuelle. Et l'idée que j'ai eue, c'est que si on considère le mouvement brownien, donc le mouvement d'agitation thermique des molécules, les deux molécules d'eau en particulier, on va considérer que ces molécules d'eau sont des espionnes qui vont aller sentir des obstacles, des fils, des membranes, et leur mouvement, si je peux le détecter à une échelle beaucoup plus grande, va me refléter la structure des tissus. Donc j'ai utilisé l'équation qu'Einstein avait développée dans sa thèse de physique en 1905, à savoir qu'il y a une relation entre le parcours aléatoire des molécules qui diffusent et le temps. Donc en 50 millisecondes, les molécules d'eau diffusent sur 15-17 microns, qui est la bonne taille. Voilà. Donc c'est parti de là. Donc l'idée, c'était pour le petit dessin animé là, pour montrer quelle était l'idée de départ, donc il s'est vérifié. Dans un verre d'eau, les molécules d'eau diffusent tout à fait librement. Dans un tissu, du fait des obstacles, elles vont diffuser moins. Et cette différence entre l'eau libre et l'eau qui va être plus ou moins gênée entravée dans ses déplacements, va nous donner des informations sur le tissu. Alors il y a eu pas mal de publications qui existaient avant sur l'effet de la diffusion sur signal RMN, mais c'était plutôt pour éliminer la diffusion qui est un artefact qui donnait des signaux qui étaient très mauvais en fait. Donc tous les travaux antérieurs étaient plutôt pour cela. Alors voilà, donc l'idée est simple, on va faire varier le champ magnétique dans l'espace, de gauche à droite, d'avant en arrière, de haut en bas. Et les molécules d'eau qui se déplacent vont donc vont changer de phase, vont perdre un petit peu leur référence. Décidément, l'eau, elle bouge beaucoup. Voilà, je pourrais la mettre... Voilà. Donc, dans le liquide céphalorachidien, qui est de l'eau libre, on va avoir une grande dispersion, ce qui va traduire par une atténuation du signal très importante, alors dans les tissus, l'atténuation sera beaucoup moins importante. Bon, voilà les bases que j'avais jetées. Ça, c'est le vieux grimoire. À l'époque, on n'avait pratiquement pas d'ordinateur. Hein. C'est 84, j'avais un petit Commodore 64, j'ai mes simulations là-dessus. Et puis, donc, l'article qui est sorti en 85, le premier sur l'imagerie de diffusion, donc, qui a introduit l'équation avec le facteur B. Donc, c'est dans cet article qu'il était introduit. Au lieu des équations compliquées, je lui dis en radiologie, ça passera jamais. Appelons ça B. Et aujourd'hui, tout le monde utilise ça. Voilà. En 86, première publication clinique, donc application d'IRM de diffusion. Et là, j'introduis le terme ADC, pour Apparent Diffusion Coefficient, avec l'idée que je savais bien que ce qu'on mesurait, c'était pas la vraie diffusion, justement, parce qu'elle était entravée par des obstacles. Et donc, en utilisant les équations d'Einstein,
on fait une erreur automatiquement. Donc c'est pour ça que j'ai introduit cette notion d'ADC pour rappeler que ce qu'on voyait, c'était la diffusion entravée, pas la diffusion einsteinienne. Voilà. Et depuis, bien sûr, tout ça, ça évolue très vite. Application aux AVC, surtout à la phase aiguë, la connectivité cérébrale, le cancer, l'IRM fonctionnelle. Donc, je vais balayer ça assez vite. C'est quand même intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de papiers qui sont publiés. Il y a plus de 20 000 articles publiés sur l'IRM de diffusion. Je parle même pas de l'IVIM. Mais qu'on n'a toujours pas compris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise l'IRM de diffusion, mais quelle est la nature des processus de diffusion dans les tissus reste encore un peu mystérieux, comme je vous le montrerai. Voilà, donc je suis quand même assez fier de voir que cet article, il est le deuxième article le plus cité de radiologie. Le premier, c'est un article sur la ROC analysis, donc un papier méthodo. Voilà, et le papier sur l'IVIM, qui a été publié 2 ans après, est le 25e plus cité. Et dans les articles les plus cités de radiologie, il y en a plusieurs sur l'IRM de diffusion. Alors en fait, 84-85, donc les bases sont jetées, mais c'est loin d'être clinique encore, ne serait-ce que parce que les images à l'époque sont atrocement artefactées. Il faut 20 minutes pour obtenir 2 valeurs de B, vous voyez, une catastrophe. Ça marche quand même, surtout dans le cerveau, mais ailleurs que dans le cerveau, ça ne marche pas. C'est l'époque où je pars au NIH pour apprendre la science. Et là, j'ai la chance de rencontrer le docteur Robert Turner, qui est un ami, qui est venu après moi, mais qui est venu avec une bobine de gradient, parce qu'il avait appris la méthode et développé la méthode écoplanar avec Peter Mansfield. Donc une méthode qui permet d'acquérir des images extrêmement vite, en moins d'1 minute, donc a priori assez libre d'artefacts de mouvement. Donc on a montré qu'on pouvait combiner l'imagerie diffusion avec l'imagerie écoplanar, obtenir des images en moins d'1 minute avec une très grande fiabilité en 90. Donc ça a été le point de départ. General Electric, donc, qui était co-auteur de cet article, s'est lancé dans la commercialisation, si on ose dire, de la séquence. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ce fameux facteur B, dont j'ai commencé, on ne dépassait pas 100 à 200 sur les machines CGR. Donc le signal, il était essentiellement IVIM et ADC. Avec l'écoplanar et cette bobine de gradient, on pouvait monter jusqu'à 1000 et on commençait à voir maintenant des signaux qui étaet plus propres de la diffusion que de l'IVIM. Donc l'application majeure qui a lancé la diffusion dans le monde clinique, vous le savez bien, c'est les accidents vasculaires à la phase aiguë, donc vous connaissez par cœur, donc je ne vais pas m'étendre. Mais quand même, il faut voir que ça a été une observation un peu par hasard d'un travail de l'équipe de Mosley à UCSF, qui, chez le chat, en faisant un modèle d'oblitération de l'artère cérébrale moyenne, il espérait trouver des changements de perfusion, bien sûr, avec la méthode IVIM, et il a eu du mal à comprendre ce qui se passait, et en fait, c'était la diffusion de l'eau qui ralentissait. Voilà, donc depuis, c'est utilisé partout, bien entendu, à la phase aiguë, pour pouvoir faire le diagnostic d'infarctus cérébral. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans les premières secondes, dans les modèles animaux, mais les premières minutes chez l'homme, il y a bien un ralentissement de la diffusion de l'eau. Ça peut être utilisé grâce à des logiciels pour faire de la prédiction, c'est-à-dire qu'en mesurant la valeur de la baisse de l'ADC, on peut prédire dans le temps l'évolution de l'AVC. Voilà, mais donc tout ça marche très très bien, c'est hyper validé. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on sait que cette baisse du coefficient de diffusion est liée à l'édème cytotoxique, mais le mécanisme exact n'est pas vraiment clair. Chacun croit avoir compris, bien entendu, mais quand on met tout ce qui est sorti dans la littérature, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas bien compris. Donc je vous expliquerai mon idée, rien ne prouve qu'elle est bonne, un peu plus tard dans mon exposé. Enfin, en tout cas, ce qui compte, c'est que c'est grâce à l'imagerie de diffusion donc, finalement les agents thrombolytiques ont pu être développés dans les années 90, en particulier aux États-Unis, parce qu'on avait un moyen objectif de faire le diagnostic à cette époque et donc de sauver la vie de beaucoup de malades. Voilà, donc pour vous montrer l'évolution de l'imagerie de diffusion, c'est quand même assez spectaculaire. En 2002, le mot-clé était donc stroke. En 2012, vous voyez que le stroke est toujours là, mais il y a d'autres applications qui sont apparues, en particulier pour les cancers. Alors ça a été le papier de Takahara au Japon sur la méthode DWIPS, qui permet donc de faire des images qui sont extrêmement sensibles. Vous voyez, c'est un exemple que j'ai pris
de nos collègues de Dr Padani, sur un patient qui a un cancer du poumon à petites cellules. Donc on voit que l'analogie entre la méthode par diffusion DWIPS et le PET-FDG, bon, c'est très très voisin, hein, sauf qu'en DWIPS on n'injecte rien, il n'y a pas de radioactivité et la résolution des images est bien plus grande. Alors il y a quand même des différences, hein, vous savez, c'est un sujet qui est aujourd'hui assez à la mode. Les deux méthodes sont un peu en opposition. Donc le FDG-PET, il est sensible à l'hypermétabolisme, donc la consommation excessive de glucose dans les tissus qui sont cancéreux, mais aussi inflammatoires, alors que l'imagerie de diffusion, elle, est sensible à la prolifération cellulaire. Alors on trouve par exemple, dans ces images, on voit qu'il y a des lésions osseuses qu'on voit en diffusion et qu'on ne voit pas en PET, en FDG, par exemple. Oui, mais inversement, encore un autre exemple ici, parfois on trouve des lésions qui sont visibles en PET et pas en diffusion. Il faut se méfier, là, cette lésion anale, apparemment, c'est simplement un processus inflammatoire, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et donc, c'est normal qu'on ne voit rien en imagerie de diffusion. Voilà, enfin bon, il y a des faux positifs et des faux négatifs des deux côtés. Donc, peut-être qu'en fonction de l'organe que l'on étudie, il faut faire attention à quelle est la meilleure méthode à utiliser. L'autre grand champ qui s'est développé dans les années 90, ça a été la découverte, parce que ce n'était pas connu avant, que la diffusion dans certains tissus est anisotrope. Ça veut dire qu'elle n'est pas la même selon la direction dans laquelle on la mesure. Et l'exemple le plus clair, c'est la matière blanche. Donc, la matière blanche en cérébrale, en T1 ou en T2, elle est homogène, elle a le même aspect partout. Mais ici, vous voyez par exemple qu'on a mesuré la diffusion avec un gradient, donc une variation du champ magnétique de haut en bas. Le corps calleux apparaît complètement sombre, donc avec un coefficient de diffusion très bas, alors que le faisceau pyramidal apparaît en blanc, donc avec une diffusion relativement élevée. Comment est-ce possible? Alors, en fait, là encore, le mécanisme exact n'est pas complètement élucidé, mais en gros, c'est quand même assez vrai. Si vous considérez que la matière blanche est constituée de fibres, donc d'axones myélinisés, on peut imaginer que les molécules d'eau diffusent plus facilement dans la direction des fibres que dans le sens perpendiculaire. Donc ici, comme on a mesuré la diffusion verticalement, si j'ose dire, même si le patient est allongé, c'est perpendiculaire au corps calleux, donc la diffusion que l'on mesure est très faible. Alors que dans le sens des fibres, la diffusion va être plus élevée. Voilà. Alors, à l'époque, en 91, il y avait Philippe Dweck qui était venu me rejoindre aux États-Unis, et on a publié cet article qui était le premier à suggérer que si on mesure la diffusion dans au moins deux directions, on peut arriver à reconstituer l'orientation des fibres dans le cerveau. Par exemple, ici, on avait deux directions, horizontale et verticale, et ça collait bien avec l'anatomie. Bon, ça restait quand même très, très rudimentaire, même si le principe était lancé. Et c'est ma rencontre avec Peter Basser au NIH qui a permis de développer une méthode, un algorithme mathématique beaucoup plus évolué. En fait, la mesure de diffusion en dehors de l'IRM repose sur la notion de tenseur, donc cette matrice de 9 chiffres qui permet de caractériser la diffusion dans l'espace. Donc on a publié et breveté la technique dite DTI, Diffusion Tensor Imaging, qui permet, donc, en mesurant la diffusion dans au moins 6 directions, j'insiste, il faut au moins 6 directions, les gens qui vous vendent du DTI à 3 directions abusent de vous, donc c'est important à comprendre, et à partir de là, on peut retrouver l'orientation, point par point, des fibres de matière blanche dans l'espace, vous voyez, entre l'aire motrice primaire ici, le corps calleux qui est en bas, etc. Donc on arrive à reconstituer tous ces faisceaux, et avec des méthodes logicielles, à nouveau, on peut donc arriver à connecter ces points dans l'espace et obtenir des images qui sont en plus magnifiques de la connectivité cérébrale. Il suffit de s'allonger quelques minutes dans un aimant pour avoir ça. Donc le NIH aux États-Unis a mis 30 millions de dollars sur la table pour ce qu'ils appellent le Human Brain Connectome, arriver à établir une carte des connexions intracérébrales. En Europe, on a eu un projet équivalent, sauf que nous, on n'a eu que 2 millions. Mais on a été quand même les premiers à obtenir ces atlas de ces fibres extraordinaires, en particulier avec Cyril Poupon à Neurospin. Vous voyez donc des images fabuleuses, ça prend 15 minutes à peu près pour obtenir ces images-là chez un volontaire ou chez un patient.
Voilà, donc quand même, hein, vous voyez, donc par rapport à 84, 85, si vous regardez les images de l'époque, qui étaient quand même très rudimentaires, plein d'artefacts de mouvement, donc le même principe de mesurer le mouvement de diffusion de l'eau, le mouvement brownien, permet d'obtenir ce genre d'image, et comme je dis souvent, la matière blanche, finalement, elle est très colorée aujourd'hui. Voilà. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, qui font de la recherche, le message que je veux donner ici, c'est qu'il faut être très très patient. Vous voyez, donc 84, 85, c'est quand j'ai commencé, et l'IRM de diffusion est devenu reconnu comme quelque chose de potentiellement utile que 10 ans après. Vous voyez, donc 10 ans où d'abord il a fallu, parce que quand j'étais résident, enfin interne, et que j'allais dans des congrès, RSNA, etc., et que je présentais la diffusion, les gens me regardaient en disant « mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas mesurer ça », enfin je ne vous dis pas toutes les baffes que j'ai pu prendre. Donc il faut quand même avoir du cran pour continuer, il faut avoir un peu de confiance en soi. Ensuite, une fois que certains sont convaincus, il faut que les constructeurs mettent les séquences sur leur machine, donc ça prend encore du temps. Après, il faut que ce soit validé. Voilà, donc 10 ans, c'est vraiment le minimum. Donc DTI, avec Peter Basser, on a breveté ça entre 92 et 94, et ce n'est que depuis milieu des années 2000 que ça commence à être utilisé. On fait par exemple aujourd'hui des images extraordinaires du câblage cérébral chez des bébés par exemple, à Neurospin. Donc ici, c'est des bébés de 2 à 4 mois, et ce qu'on s'aperçoit, c'est bien que les bébés à cet âge-là, normalement, ne parlent pas, on a une asymétrie entre le côté gauche et le côté droit dans les voies de communication qui sont les futures voies liées au langage. Ce qui prouve bien que le bébé, en fait, il est né comme un poste de télé que vous achetez qui est câblé à l'avance. Voilà. Donc les fonctions vont apparaître plus tard, mais le câblage est déjà présent à la naissance. L'autre piste aussi, ce sont toutes les pathologies psychiatriques où on s'aperçoit de plus en plus que sur le plan anatomique, on ne voit rien, les images cérébrales sont normales, les images fonctionnelles cérébrales sont normales. Vous savez, par exemple, les 90 à 95% des schizophrènes entendent des voix, et si vous faites de l'imagerie fonctionnelle des aires auditives, vous apercevez qu'il y a bien une activation des aires auditives. Ils entendent bien des voix. Mais nous aussi, on entend des voix, simplement on sait que c'est nous qui nous parlons. Eux ne savent pas que c'est eux qui se parlent. En fait, il a été montré, chez certains, je ne dis pas que c'est pour tous les cas, qu'il y a des anomalies de connexion entre le lobe frontal, donc où il y a donc, la production d'idées, etc., je simplifie, et les aires auditives dans le lobe temporal. Donc, quand l'information arrive avec beaucoup de retard dans ces régions auditives, le cerveau, en quelque sorte, a perdu le fil. Et donc, ces gens-là ont l'impression qu'ils entendent des choses qui viennent du ciel ou je ne sais pas où, mais qui viennent en fait de leur lobe frontal. Voilà. C'est un peu comme si vous regardiez un film avec le son et l'image décalés, vous n'êtes pas très bien. Alors imaginez que ce soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme ça dans votre tête, évidemment, ça pose problème. Voilà. Et puis ça sert à faire des images pour décorer les stations de métro à Paris aussi, donc c'est pas mal non plus. Je suis fier, bien entendu, mais les images sont vraiment magnifiques. Mais là, vous voyez, c'est carrément 20 ans. Carrément 20 ans entre le concept de départ, qui est quand même pas simple, et l'utilisation en clinique. Alors, je ne vais pas dire le dernier né, parce que je vais vous montrer tout à l'heure des choses qui sont encore plus récentes, mais disons, oui, le dernier enfant de l'IRM de diffusion, c'est, je vous en parle très rapidement, c'est utiliser l'IRM de diffusion pour faire des images du fonctionnement cérébral. Vous savez aujourd'hui que la technique utilisée par tout le monde, c'est la technique dite BOLD, qui a été inventée par M. Ogawa, et qui consiste à détecter les régions cérébrales activées du fait que dans ces régions, il y a un afflux de sang avec donc de l'hémoglobine, et les propriétés magnétiques de l'hémoglobine sont telles que dans les régions qui sont activées, donc on va avoir une remontée du signal, donc je simplifie à outrance. Donc ça marche très très bien, il y a des milliers d'articles publiés, donc pourquoi s'inquiéter de faire autre chose? Eh bien simplement pour des raisons évidentes. Voilà ici une image, une courbe de l'activation visuelle. On a stimulé quelqu'un pendant 4 secondes, vous voyez, et ce que l'on voit, c'est que le pic de la réponse vasculaire, c'est l'augmentation de débit sanguin qui sert à faire ces images, apparaît à peu près à 6 secondes, donc 2 secondes après la fin du stimulus visuel. Donc on se dit quand même,
si on étudie le cerveau comme ça, c'est qu'on passe à côté de quelque chose. D'autre part, quand on regarde des signaux qui sont provoqués par l'augmentation des débits sanguins, les vaisseaux sanguins, ils ne sont pas tout petits, ils irriguent des territoires divers. Donc si vous vous intéressez à ce que font les neurones qui sont là ou ceux qui sont là, vous n'avez aucun moyen de les séparer. Voilà. Donc le mécanisme en plus qui régit l'augmentation de débit sanguin n'est pas très connu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en parlant avec mon ami Ogawa, je lui ai dit que j'essaierai la diffusion à la place de la méthode Bold. On est très amis, rassurez-vous. Parce que je pense qu'avec l'IRM de diffusion qui est sensible à tous les changements microscopiques dans les tissus, on a peut-être plus de chances de détecter des phénomènes qui sont vraiment liés au fonctionnement neuronal, et en particulier, comme je vais vous le montrer, des phénomènes mécaniques. Donc, là, je suis parti au Japon, 2005, et on a fait ces expériences où on a mis des volontaires dans l'aimant, et au lieu de faire de l'imagerie Bold, on a fait de l'imagerie, enfin en plus, on a fait de l'imagerie de diffusion. Et voilà ce qu'on a observé. À chaque fois qu'on présentait le stimulus visuel, on voyait un ralentissement de la diffusion, comme dans l'AVC, hein, mais beaucoup plus petit, et les gens vont très bien, vous voyez, synchrone avec l'activation. Voilà la carte Bold, donc ici c'est des stimuli de 10 secondes, donc à nouveau, je répète ce que j'ai dit, la méthode Bold montre que le signal a un pic après l'arrêt de la stimulation, alors que si vous utilisez l'IRM de diffusion, vous voyez que la réponse est beaucoup plus rapide, synchrone vraiment avec l'activation. Donc l'hypothèse que j'ai faite, c'était que la réponse Bold, on le savait, c'est la réponse vasculaire, alors que la réponse de diffusion est vraiment quelque chose qui se passe au niveau des neurones. Et pour qu'il y ait un changement de diffusion, ça veut dire qu'il y a un changement dans la structure du tissu, sinon il n'y aurait pas de changement. Donc les molécules d'eau, elles voient des obstacles qu'il n'y avait pas avant. Et en gros, l'hypothèse que j'ai pas inventée, hein, il y a plein de littérature qui le dit, quand les neurones s'activent, il y a un gonflement cellulaire. Donc c'est ce que j'ai on passe de l'hypothèse du couplage neurovasculaire à ce que j'appelle le couplage neuromécanique. Alors c'est complètement nouveau, les gens crient oh là là, c'est blasphème, machin, etc. Mais 10 à 20 ans, hein, voilà, c'est le tarif. Donc, mais je ne suis pas le premier. Hein. Même Caral, qui a inventé les neurones, expliquait lui-même que ces neurones gonflaient et se rétractaient en fonction de l'activité cérébrale. Il parlait même des battements des ailes des papillons de l'âme. C'était joli. Hein. On est loin de ça maintenant. Mais vous voyez, ça c'est des films qui ont été faits à Osaka, de montrant tout ce qui se passe en permanence. Le cerveau donc est dynamique. On oublie tout ça. Donc c'est ces phénomènes-là, je pense, que l'on voit par IRM de diffusion. Voilà. Donc on a oublié beaucoup de choses. Sur l'étude de l'eau, on fait des choses compliquées sur des molécules compliquées, mais l'eau nous apporte beaucoup. Donc le modèle que je propose, je ne dis pas que c'est le bon, en tout cas il explique beaucoup plus de choses que les autres modèles, c'est de se dire que les molécules d'eau, finalement, il y en a plusieurs sortes. Alors ce n'est pas des molécules individuelles, c'est la manière dont elles s'arrangent les unes avec les autres. Donc l'idée que j'ai, c'est que le long des membranes cellulaires, qui possèdent beaucoup de charges, qui exposent beaucoup de charges, les molécules d'eau viennent se polariser. Les molécules d'eau, elles sont des dipôles avec un plus et un moins. Donc elles s'organisent. Vous avez toute une couche ici de molécules d'eau qui sont assez denses, donc qui ont un coefficient de diffusion bas. Alors dans le reste de la cellule, les molécules d'eau, elles se baladent, elles s'échangent avec les protéines, etc. Donc c'est pas que l'idée, c'est pas que l'eau ralentit. Que le coefficient de diffusion baisse dans les AVC, dans l'activation cérébrale, etc. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a deux sortes d'eau, et c'est l'équilibre entre ces deux poules, entre l'eau, disons, rapide et l'eau lente, qui donne l'impression que l'eau ralentit. Si la quantité d'eau lente augmente, vous avez l'impression que la diffusion a ralenti. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc ça explique que dans le gonflement cellulaire, il y a plus de surface membranaire, vous avez plus de cette eau lente, donc c'est pour ça que la diffusion diminue. Ça explique aussi peut-être l'anisotropie dont j'ai parlé dans la matière blanche. Vous voyez que si vous mesurez la diffusion dans ce sens-là, vous croisez moins de couches membranaires, alors si vous la mesurez perpendiculairement aux fibres, vous en croisez plus. Voilà. Et ça explique donc que la quantité d'eau lente que l'on voit est anisotrope, parce que, on ne peut pas l'expliquer autrement, parce qu'il y a plus de couches à traverser. C'est la même chose pour le cancer, où la prolifération cellulaire fait qu'il y a beaucoup plus de surface membranaire à eau lente, et ce serait ça qui expliquerait la baisse de la diffusion dans les cancers.
Voilà. Alors, pour vous, si vous voulez faire des expériences à la maison, voilà une expérience très simple que j'ai faite par hasard. Donc l'idée, le modèle est là. Vous avez une cellule, la membrane, et ici, vous avez donc de l'eau lente. En tout cas, l'eau qui est différente que dans le milieu extracellulaire ou même le milieu intracellulaire. Donc il y a 2 ans, j'ai acheté pour ma femme un petit truc là, pour cuire les œufs. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un œuf à la coque où il faut attendre 3 minutes et demie, là vous mettez votre œuf dans ce truc-là, vous le mettez au micro-ondes, et ça cuit un œuf en 45 secondes. Vous avez un œuf coque. Voilà. Bon, c'était pas très cher comme cadeau, mais enfin, il y en a eu d'autres. Voilà. Et voilà, surprise. Donc c'est moi qui ai fait la première manip, enfin, cuisine. Je mets un œuf cru dans l'appareil. Donc il y a le jaune d'œuf, le blanc. Je le mets 40. J'ai essayé entre 35 et 50 secondes, hein, parce que vous allez voir. Et là, surprise, voilà ce qu'on observe. Vous voyez, autour du jaune, il y a une couche qui n'est pas coagulée. Comment c'est possible? Là, vous voyez, on a l'impression que tout est homogène. Hein. Le blanc d'œuf, c'est le blanc d'œuf. Il y a le jaune, il y a le blanc, il n'y a pas autre chose. Mais là, voilà. Alors, première fois que je fais ça, je trouve ça, je dis c'est quand même bizarre. Donc j'ai refait ça 5 fois. Ma femme m'a dit, pourquoi est-ce que tu cuis autant d'œufs aujourd'hui? Voilà, j'ai fait des photos, j'ai fait une courbe en fonction de la durée. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ça change d'épaisseur. Donc en fait, vraisemblablement, autour du jaune d'œuf, il y a des charges électriques qui repoussent, donc qui organisent les molécules d'eau, et l'albumine ne doit pas arriver très très près du jaune d'œuf. Voilà, cette structure, donc elle existe bien, elle repousse l'albumine. Donc quand vous coagulez l'albumine, il y en a beaucoup moins autour du jaune, et c'est pour ça que vous auriez ces couches. Voilà. Donc, vous voyez, c'est en 2012, on a trouvé le boson de Higgs, donc toute la physique de l'univers, c'est simple, c'est expliqué, mais on ne sait toujours pas comment cuire un œuf, enfin, comment expliquer ça. Voilà, donc un jour viendra qu'on aura un modèle expliquant la structure de l'eau dans les cellules. Bien. Voilà, donc maintenant on va revenir à quelque chose de plus clinique, même si vous allez voir, c'est quand même pas tout à fait simple. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de penser la diffusion et l'IVIM, qui va peut-être vous paraître plus compliquée sur le plan de mes diapositives, mais qui en fait va simplifier énormément la vie, puisqu'à la fin, notre vie, puisqu'à la fin, l'idée c'est de dire, avec des logiciels comme Olea les développe, voilà, vous avez affaire à un cancer, une tumeur bénigne, un kyste, sans que vous ayez à calculer aucun paramètre. C'est ça l'idée. Donc, on part du décor de base. La prolifération cellulaire dans les cancers, évidemment, c'est quelque chose d'important. L'imagerie IVIM, l'idée, je vous la rappelle, c'est qu'on considère que les vaisseaux sanguins sont organisés de manière quasi pseudo-aléatoire dans les tissus. Donc, si on suit les molécules d'eau qui sont en train de circuler, ça ressemble à un phénomène de diffusion, sauf que c'est beaucoup plus rapide et c'est sur une distance beaucoup plus grande. C'est pas quelques microns, là, c'est quelques dizaines de microns. Donc j'avais appelé ça pseudo-diffusion, et l'imagerie IVIM, Intravoxel Incoherent Motion, c'est une méthode qui permet donc de voir ce mouvement-là. De l'autre côté, vous avez la diffusion. J'ai déjà fait allusion à l'idée que la théorie d'Einstein ne s'applique pas directement, parce qu'Einstein, lui, il a écrit son modèle de diffusion pour de l'eau liquide, enfin pour la diffusion sans obstacle. Donc c'est ce qu'on appelle la diffusion gaussienne, parce que la distribution de mouvement des molécules est gaussienne. Dans les tissus quelconques, les plus gaussiennes. Voilà. Donc ça va se traduire par quelque chose sur le signal, mais qui nous donne une information très importante sur la manière dont les molécules d'eau voient les obstacles, et en particulier les membranes cellulaires. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'en général, dans les cancers, on a une augmentation de la fraction, mais pas toujours, hein, une augmentation de la fraction de sang circulant, une augmentation du volume sanguin, si vous voulez. En général, la diffusion ralentit dans les cancers, donc ce qu'on appelait l'ADC, et parce qu'il y a beaucoup plus de membranes du fait de la prolifération cellulaire, on a une augmentation de cet effet non gaussien. Voilà, donc ça c'est un peu qualitatif. Et l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un seul biomarqueur de tout cela qui nous dise, voilà, c'est un cancer ou c'est pas un cancer, le rêve, quoi. Voilà. Alors, là on va revenir un peu plus sur le terrain. Donc, je ne sais pas si on voit bien, si on voit mieux que sur mon écran ici. Donc voilà le signal, le logarithme du signal en fonction du facteur B. Hein, donc pour ceux qui font la diffusion, vous connaissez ça par cœur. Donc on n'a pas une droite. L'équation d'Einstein prévoit une droite. On a une belle courbe. Voilà. Et c'est cette courbe-là qu'il faut comprendre. Donc,
je vois rien sur mon écran ici. Voilà. Donc, ce que tout le monde fait, mais c'est de ma faute, c'est d'utiliser l'ADC tel que je l'avais défini à l'époque. C'est-à-dire qu'on prend un signal à 0, on prend un signal, mettons, à B égale 1000, voilà, et on calcule un ADC. Vous voyez, donc c'est la pente qui est ici. C'est ce qu'on appelle, j'appelle ça l'ADC classique. Et vous voyez que cet ADC classique, en fait, il est quand même un peu loin de la courbe. Donc ça veut dire qu'il va regrouper à la fois un effet de diffusion einsteinienne, donc gaussienne, et un peu de diffusion, un tout petit peu, de déviation, donc de courbure, qui est non gaussien. Si on sait mieux faire les choses, en fait, on va disséquer cette courbe en deux parties. Une partie qui serait, alors faut imaginer, c'est virtuel, hein, les points qui sont vraiment près de 0, pour les valeurs B qui sont très faibles. Donc là, on a de la diffusion pure, je dirais, qui, elle, reflète donc la diffusion gaussienne. Vous avez tout à fait au début l'effet IVIM qui vous décale le signal parce qu'il y a l'effet de la microcirculation du sang dans les vaisseaux. Voilà. Et puis, plus loin, donc vous avez la déviation par rapport à la diffusion gaussienne, la diffusion einsteinienne, qui, elle, va vous donner une idée de ce qui se passe sur la structure tissulaire. Voilà. Donc, vous voulez avoir cette information sur la circulation du sang, la diffusion libre qui vous donne en gros ce qui se passe dans l'espace extracellulaire, hein, je simplifie un peu, et puis la déviation par rapport à la gaussienne qui vous donne le reflet des interactions avec les membranes. Voilà. Et puis il y a un troisième larron là-dedans qui fait que le signal ne descendra jamais à 0, ce qu'on appelle l'effet du plancher du bruit, qui est dit aux bruiticiens. Les signaux qu'on observe, c'est des signaux qui sont toujours positifs. Donc avec le bruit, ça ne peut pas être négatif. Donc le signal ne pourra jamais être 0. Donc vous avez une courbure qui apparaît ici, qui est que du bruit, mais qui, pour ceux qui ne le savent pas, et malheureusement la plupart du temps personne ne le sait, vous donne l'impression qu'il y a une courbure, donc une déviation par rapport à la gaussienne, donc un effet des membranes. Pas du tout, c'est qu'on tombe dans le bruit. Donc ces signaux-là, ils ne nous servent à rien du tout. Voilà, donc il faut avoir tout ça en tête, et vous voyez que c'est extrêmement compliqué, ce que j'appelle le zoo de modèles, donc il y a le modèle bi-exponentiel IVIM, les modèles en kurtosis, le stretch ADC, etc. Alors aujourd'hui, la plupart d'entre nous, y compris, et Olia aussi, essaient de faire avec des fits, des mesures de tous ces paramètres, donc du LIVIM, de l'ADC 0, parce que l'ADC 0, c'est l'ADC virtuel quand B tend vers 0, et le kurtosis. Alors ça veut dire qu'il faut beaucoup de valeurs de B, donc ça prend du temps sur le plan clinique, donc c'est pas bon. Ça prend aussi du temps à traiter, il y a des problèmes de fit, etc. Alors, est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres méthodes pour analyser ces images? Donc la première qu'on a donc développée avec ma collègue Dr Ima au Japon et qu'on a breveté, c'est de dire, ben voilà, première étape, on mesure bien ces trois paramètres, IVIM, ADC et kurtosis, mais au lieu de regarder leurs valeurs propres, on va établir un algorithme, un logiciel qui va nous dire, par rapport à une base de données, si on est au-dessus ou en dessous d'un certain seuil. Donc par exemple, si la perfusion est au-delà de 2% en IVIM, c'est plutôt suspect de malignité. Si l'ADC est plus petit que 1,4, c'est plutôt suspect. Si la kurtosis est au-delà de 0,7, c'est plutôt suspect. Voilà. Donc, au lieu de regarder chacun des paramètres, on va les combiner. On va établir un score. Vous voyez, c'est simple. Donc, si on est au-dessus, on met 1. Si on est en dessous, on met 0. Si on est en dessous pour l'ADC, on met 1. Sinon, on met 0, etc. Donc, on peut faire des images où chaque pixel, si vous voulez, c'est le nombre de paramètres qui sont suspects. Voilà, entre 0 et 3, par exemple. Et ça marche très très bien. En tout cas, dans le cancer du sein, et ça permet aussi de voir les régions dans une tumeur, si vous allez faire une biopsie, qui sont les plus intéressantes. Donc voilà par exemple ici une reconstruction 3D. À partir de cela, donc on voit très bien dans cette tumeur du sein les régions où les trois paramètres sont suspects, donc ça veut dire que c'est très très suspect, et puis les régions où il n'y a rien, etc. Voilà. Donc cette technique-là est très rapide puisqu'il suffit de détecter plus ou moins par rapport à une valeur de seuil. Alors ça avait été évalué dans le cancer du sein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, sur un nombre de patients relativement petit, je dois dire, donc c'est vrai que ça reste à discuter. Et ce qui avait été regardé, c'est la comparaison avec la classification BI-RADS.
en faisant l'équivalent. Donc pour nous, 3 paramètres suspects, c'est l'équivalent de 5, 2 paramètres suspects, c'est l'équivalent de 4, etc. Donc on voit que la corrélation est quand même très très bonne. On a une excellente sensibilité, la même qu'avec la classification Bay-Rats, la valeur prédictive négative aussi. Voilà, la spécificité n'est pas très bonne, mais le Bay-Rats ne fait pas mieux. Et le Bay-Rats, c'est quand même compliqué puisqu'il faut aussi une injection pour le contraste, etc. Là, il n'y a rien. Voilà, deuxième approche, donc là qui est complètement nouvelle, donc ça n'a jamais été montré, donc j'en vous en donne la primeur, ça sera publié dans Radiology en décembre. Donc voilà l'idée. Donc je repars de l'ADC standard. L'ADC 0,1000 au moins, il a comme intérêt, c'est que c'est facile. Hein. Vous avez 2 valeurs de B, vous prenez le log, vous divisez par 1000 et vous avez votre ADC. Donc c'est pas compliqué sur le plan du traitement. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que vous avez de l'ADC 0, un petit peu de déviation, un peu de kurtosis, mais pas beaucoup. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est ce qu'on a appelé le synthétique ADC, ou SADC, c'est au lieu de prendre 0 et 1000, on va prendre 2 autres valeurs de B qui vont nous donner une valeur diagnostique plus grande. Je m'explique. Ici, on a simulé, pour des lésions, des cancers du sein, on a pris des valeurs typiques, hein, à partir de la population de malades que j'ai citées avant. On a les valeurs d'ADC, de kurtosis, etc. Donc on cherche les valeurs de B qui sont le plus différentielles, celles qui vont montrer le plus de différence. Et on trouve, par exemple, que c'est 200 et 1500 dans cette population-là. Donc au lieu de calculer un ADC 0,1000, je vais calculer un ADC 200, 1500. Voilà, donc c'est celui-là qu'on appelle le SADC, ou synthétique ADC, parce qu'il va vous donner à la fois l'information sur ADC et sur le kurtosis ou la déviation par rapport à la gaussienne. Donc là, vous gagnez 2 facteurs, donc vous n'avez pas à fitter l'ADC et le kurtosis, c'est plus la peine, vous avez directement cette valeur qui vous donne une valeur diagnostique. Donc voilà, ça c'est une première approche que le Dr Ima est en train de tester actuellement sur les cancers du sein, cancers de tête et cou, etc. Et ça marche vraiment très bien. Alors, c'est pas forcément 200 et 1500, hein, ça va dépendre du territoire que vous regardez, la pathologie. Mais voilà, c'est un départ de 0,1000. On part sur 2 autres valeurs de B. L'autre concept est plus compliqué à comprendre, donc je vais tâcher de prendre un peu le temps, mais il est beaucoup plus, potentiellement, il va aller beaucoup plus loin. Donc c'est ce que je vous disais au début, maintenant, c'est de se dire, je veux même plus calculer l'ADC. Je veux que mon algorithme, ce qui sort de l'OLEA, là, me dise, voilà, c'est un cancer, c'est pas un cancer, c'est un kyste, c'est un vaisseau, sans qu'on ait à se poser de questions. Alors, on a le droit de dire, le logiciel s'est trompé, hein, mais je veux dire, sans calculer de paramètres. Donc, on reprend ces valeurs de B, qui sont les valeurs, je veux dire, les piliers, là où c'est le plus sensible. Donc, suivez-moi bien. Voilà, donc c'est bruité, c'est fait exprès. Vous avez l'atténuation du signal, le log de l'atténuation du signal en fonction de B. Hein, c'est ça que présente cette courbe. Dans un tissu malin, comme je vous ai dit, en général, l'IVIM est haut, l'ADC est bas, le kurtosis est élevé. Donc on a une courbe qui est peu pentue, hein, qui descend tout doucement. Dans un tissu bénin, c'est tout le contraire. L'IVIM est très bas, l'ADC 0 est élevé, le kurtosis est faible, donc ça donne une courbe qui va se casser la figure beaucoup plus vite. Donc voilà les comportements typiques d'une tumeur maligne et d'une tumeur bénigne. Maintenant, voilà, j'ai ce malade-là qui arrive, j'ai son voxel ou sa région d'intérêt, j'ai ce signal-là. Vous voyez que c'est pas très malin de dire ça ressemble beaucoup à une tumeur maligne, sans faire calcul. Rien qu'à voir la courbe, vous dites, a priori, c'est une tumeur maligne. Vous n'avez rien calculé, d'accord ? C'est ça l'idée du S-index, de ce signature index. Donc, au lieu de prendre toute la courbe, parce qu'il faudrait plein de valeurs de B, je sais qu'il y a des valeurs de B qui sont des piliers, des valeurs, les key B-values. Donc, ici et là. Donc, vous voyez que là, le point rouge, là, il est difficile parce que je n'ai pas zoomé, mais on peut arriver à le séparer. Le point rouge de mon patient, le point noir de mon patient, il est beaucoup plus proche du point rouge d'une tumeur maligne que du point bleu d'une tumeur bénigne. Donc, si je mesure la distance en prenant tous ces points-là, donc une distance mathématique, je peux arriver à dire, le signal que j'ai là ressemble plutôt à une tumeur maligne qu'à une tumeur bénigne. Alors, je fais une rotation pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc là ici, une tumeur neutre, virtuelle. Une tumeur maligne,
c'est comme si le signal remontait dans le coup, et une tumeur bénigne, c'est comme si le signal descendait. Voilà, donc je prends une tumeur quelconque, et je vais regarder son comportement aux valeurs B clés, et je vais calculer une distance en disant, ben voilà, la distance, elle est de ci ou de cela. Voilà, donc c'est ça le principe général. Donc je passe sur les détails, ils seront dans l'article de radiologie là, de 2015, mais le principe est là, c'est qu'on va calculer une distance entre signaux. En gros, c'est un peu comme vos empreintes digitales, les logiciels qui reconnaissent les empreintes digitales, donc regardent et comparent à une base de données, voilà, et calculent la distance. Alors, si vous êtes très loin, c'est pas vous. Si ça ressemble beaucoup, la distance est très petite, on va dire oh mais c'est lui, voilà. Donc c'est exactement la même idée, mais j'appelle pas ça fingerprint, parce qu'il y a déjà des brevets et des méthodes fingerprint qui n'ont rien à voir avec ça. Donc j'ai changé de nom, j'ai appelé ça signature, mais c'est une sorte d'empreinte digitale. Donc vous voyez, c'est très simple. Je calcule une distance, alors je normalise tout ça, je vais dire, pour typiquement malin, c'est plus 1, pour typiquement bénin, c'est moins 1, entre les deux, c'est 0. Donc si je trouve que ma tumeur, elle est à plus 0,8, bah, c'est qu'elle a beaucoup de chances d'être maligne. Si je trouve 1,2, bah, elle est franchement plus maligne que maligne. Voilà. Alors, pour éviter d'avoir des valeurs négatives, je shift tout. Et voilà donc l'échelle S-index que j'ai définie, qui varie entre 0 et 200. Donc l'incertain, c'est 50. Le malin typique est à 75. Le bénin typique est à 25. Et ensuite, on classe sa tumeur. Donc l'idée est extrêmement simple. Mathématiquement parlant, j'ai mis des équations tout petites pour ne pas vous affoler, mais c'est pas compliqué non plus. Donc voilà ce que ça donne, par exemple, sur une tumeur, un modèle de tumeur cérébrale, un gliome, parce qu'on l'a validé. Donc voilà la tumeur. Donc la tumeur est extraite automatiquement par le logiciel, qui regarde dans le cerveau le S-index, donc tout ce qui est normal, poubelle, et garde ce qui est anormal. Et on voit très bien, donc par exemple, la partie nécrosée au centre, la partie vivante de la tumeur, avec un foyer, si vous voulez, qu'on retrouve tout à fait en histologie. On peut faire des films, voilà, donc qui vous montrent l'intérieur de la lésion. Donc c'est très rapide, puisqu'il y a directement une reconnaissance de tissu. Voilà. Alors, on l'a présenté au congrès de l'ISMRM l'année dernière, donc sur des patients de tête et cou. Bon, je ne vais pas sur les détails parce que ce n'était pas très intéressant, mais ce qui est important, c'est que ce S-index, il se calcule pixel par pixel, donc vous avez aussi des histogrammes. Donc vous pouvez dire quelle est la quantité de malignité dans la tumeur, par exemple. Ce qui est intéressant, alors pas dans les tumeurs tête et cou, mais pour l'évolution après traitement, la tumeur peut ne pas régresser en volume, mais par contre, son profil peut changer. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Bon, je passe sur les détails, voilà, il y a 46 malades, donc c'est pas non plus beaucoup, mais c'est un début. Donc vous voyez ce que ça donne, voilà, là c'est donc deux tumeurs, un carcinome gingival et un schwannome, malin bénin. Donc vous voyez l'histogramme, là, il va jusqu'à 200. Je vous rappelle que 50, c'est l'équilibre entre malin et bénin, 75, c'est malin. Vous voyez, ici, ça va jusqu'à 80, mais bon, c'est parce que c'est un histogramme. Le centre est vraiment clairement bénin. Et vous avez ces lésions qui sont présentées en 3 dimensions. Si vous regardez maintenant le pouvoir diagnostique, par exemple avec une analyse ROC, vous avez 0,9, qui est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que si on compare l'analyse laborieuse où on calcule l'ADC, le kurtosis et l'IVIM, vous voyez que le S-index est plutôt mieux, même si ce n'est pas significatif sur le plan statistique. Enfin, c'est beaucoup plus rapide à l'acquisition et au traitement. Et par contre, en termes de sensibilité et de spécificité, vous voyez qu'on combine tout. L'ADC est assez spécifique, mais pas très sensible. Le kurtosis et l'IVIM sont sensibles, mais peu spécifiques. Avec le S-index, vous ramassez tout. Donc c'est quand même intéressant. Alors encore une fois, je le propose. Maintenant, il va falloir évaluer ça sur le plan clinique, sur des populations beaucoup plus grandes, différentes tumeurs, etc. Voilà. Alors l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez cette méthode, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous amuser par exemple à faire de la segmentation, regarder les régions de la lésion qui sont... Par exemple, ici, vous avez une tumeur qui a une sorte de centre liquidien, nécrotique, voir la partie qui est maligne ou pas, etc. Donc vous pouvez vous amuser à faire des tas de choses. Dans la prostate, c'est pareil, ça donne des résultats apparemment très intéressants. On a comparé avec les agents de contraste. Donc là, le S-index sur une tumeur, donc moins d'une minute d'acquisition.
Et là, après agent de contraste, on regarde le pic simplement, hein, c'est pas non plus très sophistiqué, mais ce qu'on voit, c'est que si vous faites une fusion entre les deux, on voit la même chose, sauf que là, vous n'avez rien injecté et que c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc si on résume, ce S-index, il permet d'obtenir une classification des tumeurs avec une grande sensibilité et une spécificité. Donc c'est un biomarqueur unique qui ramasse tout, l'IVIM, la diffusion gaussienne et non gaussienne, voilà, qui repose sur des valeurs de B que j'appelle les valeurs clés, et sur une mesure de distance entre des lésions typiques et la lésion que vous voulez retrouver. Tout ça, ça peut être automatisé puisque c'est facile, ce qui fait que c'est rapide en termes d'acquisition. Vous avez moins de valeurs de B à acquérir, pas d'agent de contraste, et ça peut aller très vite pour le traitement. Voilà, donc ça reste à valider, je passe là-dessus. Alors, une fois que vous avez compris l'idée, on peut la généraliser. Puisqu'à partir d'un signal, on peut reconnaître des choses, on peut aller plus loin. Par exemple, je commence par l'angio-IVIM. Le signal dans les vaisseaux sanguins entraîne un déphasage. Je ne parle pas du fait que des vaisseaux sont aléatoires, mais dans un vaisseau qui est plus gros, le flux sanguin a une distribution. Donc ça peut être reconnu comme un paramètre du S-index. Voilà par exemple ici un angiogramme dans le sein où les points rouges, alors la résolution n'est pas bonne parce que ça n'avait pas été fait pour, hein, c'est des images de diffusion standard, l'IVIM, mais grâce au S-index, je demande à mon algorithme de m'identifier les pixels pour lesquels le déphasage s'est fait très rapidement, ce qui veut dire que ce n'est pas de la diffusion et ce n'est pas de la perfusion, c'est vraiment du flux dans des vaisseaux, et de mettre ça en rouge. Voilà. Vous voyez donc que sur différentes lésions, on arrive donc à faire de l'angiographie 3D sans agent de contraste, avec une méthode complètement nouvelle, une approche complètement nouvelle pour faire de l'angio. Voilà, donc encore une fois, je vous livre ça comme ça, brut, il va falloir le valider. Alors en fait, Fessal m'a dit, l'élastographie c'est bien, mais c'est trop compliqué, est-ce que tu ne veux pas nous inventer quelque chose pour que ce soit plus simple? J'ai réfléchi, et donc j'ai trouvé quelque chose, et c'est ça que je vais vous montrer, donc personne ne l'a vu encore, sauf même, non tu ne l'as pas vu non plus toi, si? Un petit peu, bon. Voilà, alors je vous rappelle ce que c'est que l'élastographie pour ceux qui ne savent pas. L'élastographie, ça consiste, alors c'est l'équipe de Heyman qui a inventé ça, donc papier de Science en 95. Si vous faites vibrer un tissu, eh bien, il y a des ondes mécaniques qui vont se propager, et selon la dureté du tissu, ces ondes se propagent de manière différentielle. Donc vous savez, il y a quelque chose de dur ou quelque chose de mou dans le tissu. C'est utilisé en échographie, hein, c'est pas non plus une grande invention. L'idée de l'élastographie, elle est connue. Simplement, là, c'était la première fois que ça se faisait en IRM. Donc, c'est des séquences qui vont être spécialisées pour cela, donc qui encodent le mouvement, mais qui sont synchronisées avec les vibrations mécaniques que vous donnez dans le tissu. Alors après, c'est compliqué, puisqu'on va mesurer la phase du signal. Il faut lier la phase du signal à la longueur d'onde, utiliser des équations qui couplent ces longueurs d'onde à la dureté du tissu. Voilà ce qu'on appelle le paramètre mu, le module d'élasticité, mais ça marche. Voilà, si vous faites tous ces efforts-là, ça marche. Donc, l'exemple, là où c'est le plus utilisé aujourd'hui, c'est dans le foie, pour les fibroses du foie. Donc, on vous met un appareil qui vous fait vibrer le foie, voilà, dans 3 directions éventuellement, et vous obtenez ces fameux élastogrammes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation qui est très bonne entre le degré de la cirrhose, parce que le tissu devient de plus en plus dur, et les paramètres, le paramètre mu, ce fameux paramètre d'élastographie. Voilà. C'est un peu utilisé dans le sein, parce que c'est un organe superficiel, donc on peut, j'exagère un peu, mais prendre un vibromasseur et puis faire vibrer le sein, et puis on a ces images-là. Pour des organes profonds, vous voyez que ça va poser problème, parce que vous ne pouvez pas faire vibrer facilement. Et puis la vibration, elle s'atténue en plus avec la distance. Voilà. En neuroimagerie, j'ai vu des résultats, mais je vous dis franchement, j'y crois pas trop. Voilà. Donc, le problème de l'élastographie classique, donc potentiellement c'est peut-être intéressant pour le foie, c'est que les temps d'acquisition sont longs, parce qu'il faut stimuler avec différentes fréquences, différentes déphasages de l'onde pour pouvoir mesurer quelque chose de fiable. La longueur d'onde est telle que vous ne pouvez pas avoir des images à très haute résolution parce que vous ne pourriez plus voir vos ondes. La synchronisation est parfois difficile, surtout si vous avez des paquets de coupes à acquérir. Chaque coupe a sa propre phase dans le temps, hein, donc vous voyez que ça complique les choses. Les processus, l'algorithme de reconstruction est compliqué. Et puis surtout, l'appareil pour stimuler, il est cher. Voilà. Donc, Fessal me dit, est-ce qu'on ne peut pas simplifier tout ça? Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, mais finalement,
on pourrait prendre le contexte de l'IVIM. C'est quoi l'IVIM? L'IVIM, c'est que si j'ai dans un voxel, intra-voxel incoherent motion, si dans un voxel, j'ai une distribution de phase, j'ai une atténuation de signal. Alors, l'atténuation de phase, elle est produite par le mouvement du sang dans les vaisseaux sanguins, certes. Mais si là, j'ai une vibration mécanique, on voit que je vais avoir la phase qui va varier dans le voxel rapidement si l'onde a une fréquence spatiale élevée, ou moins rapidement si la fréquence spatiale est lente. Donc, si je fais une mesure à la IVIM, donc log de S en fonction de B, dans un pixel qui est là ou là, je vais avoir, je ne vois pas les courbes, c'est pour ça, vous voyez, dans ce pixel-là où l'onde de vibration mécanique, elle bouge lentement, je vais avoir une atténuation faible, alors que dans la région où j'ai une atténuation, donc un paramètre élastique plus bas, je vais avoir une onde qui se propage mieux, donc une dispersion de phase plus importante et un signal qui va descendre plus bas. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'était de se dire, je peux rendre l'imagerie IVIM en fait sensible aux vibrations mécaniques. Mais je ne calcule plus de phase, j'ai plus rien à faire là. Simplement, je fais une image IVIM standard, je fais de la vibration mécanique, et selon l'atténuation du signal, je vais pouvoir dire si le mu est élevé ou bas. Donc ça simplifie, ça raccourcit tout ce qui est lié à la reconstruction du signal, aux artefacts, etc. Puis après, je suis allé encore plus loin. C'est ce que j'appelle l'imagerie IVIM élastographique virtuelle. Donc l'étape d'après, c'est de se dire, je reviens à mon S-index de tout à l'heure. Donc le S-index, il nous donne l'idée que la tumeur, donc la diffusion dans la tumeur, l'IVIM, le kurtosis, il est lié à la structure tissulaire. Donc l'élasticité mécanique d'une tumeur ou d'un tissu, elle est forcément liée aux propriétés de diffusion de ce tissu. D'ailleurs, il y a un article, c'est le seul que j'ai trouvé pour l'instant, mais il y en a certainement d'autres, qui a montré qu'il y avait une relation claire, même si c'est brouté, entre l'ADC, par exemple, et le fameux paramètre mu de l'élasticité. Donc il y a une relation entre les deux, mais si vous rajoutez le kurtosis, etc., la relation devient plus grande. Donc l'idée est la suivante. J'ai mes images en S-index, donc des images qui caractérisent la diffusion. Le culot que j'ai, c'est de se dire, ce S-index, je le lie directement à l'élasticité du tissu. Et ensuite, je vais donc simuler quelle serait l'image d'élastographie dans cette lésion, en prenant pour hypothèse que le mu, il est dérivé du S-index. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà une tumeur, par exemple, ici. Voilà l'image en S-index, 3 dimensions. Et je vais simuler, le malade n'est plus dans la machine, hein, donc c'est du post-processing, je vais simuler une vibration à 75 Hz de cette tumeur. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez qu'il y a très peu de contraste, en fait, parce que la fréquence est un peu trop basse. 100 Hz. Vous voyez qu'il y a un contraste qui commence à apparaître. 125 Hz. Voilà, là on commence à voir des détails dans la lésion. Mais vous voyez que ce contraste-là, ce n'est pas forcément celui qu'on a en diffusion, bien qu'on ait parti de l'image de diffusion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un filtre. L'élastographie, c'est une sorte de filtre qui va vous montrer dans la tumeur des choses que vous n'auriez peut-être pas vues autrement. 150 Hz. Donc vous voyez déjà que l'atténuation devient de plus en plus forte, donc le signal se modifie. 125 Hz. Vous voyez, donc le contraste va varier en fonction de cette fréquence mécanique. Et je rappelle, hein, je sois clair, il n'y a aucune vibration mécanique. Hein. Je l'ai mis dans le logiciel pour qu'on ait l'impression qu'il se passe une vibration, mais il n'y a aucune vibration. Voilà, donc l'intérêt majeur ici, vous voyez, c'est que vous n'avez pas, il n'y a pas de vibration. Donc n'importe quel organe est utilisable. Vous n'avez pas de problème de transmission mécanique. Il n'y a pas besoin d'acquérir d'autres images que celles que vous avez pour la diffusion. Hein. Ces images-là, elles n'ont pas été faites pour l'astographie, c'est des images standards de diffusion. N'importe quelle résolution spatiale peut être obtenue, vous n'avez plus de problème de synchronisation, parce qu'il n'y a plus de vibration non plus. Voilà. Il n'y a pas de problème de phase, puisqu'il n'y a pas d'imagerie de phase qui est utilisée. Donc on peut utiliser surtout des valeurs de gradient virtuel que vous n'avez même pas sur votre machine. Donc on peut, en élastographie, donc on règle la fréquence, mais l'amplitude de la vibration. Donc en général, c'est quelques dizaines de microns. Mais moi, si je veux faire vibrer un sein à 1 mm, personne ne m'en empêche, et j'aurai mes résultats. Voilà. Donc, vous voyez, potentiellement, bon, tout ça, c'est de la science-fiction, hein, ça marche, mais il faut le valider sur un certain nombre de malades, mais c'est ça l'idée. Voilà, donc j'arrive à la fin, juste pour vous montrer que tout ça, c'est du post-processing, à partir des mêmes données. Donc on est passé, il y a pour moi 2 grandes révolutions radiologiques auxquelles on a assisté.
elles sont en post-processing. Donc, d'une part, on est passé des os secs, comme je dis, au tissu humide avec l'IRM. On est passé d'un contexte où finalement il n'y a qu'un seul paramètre, qui est l'atténuation du faisceau rayons X par la matière, par les tissus, à des images extrêmement multiparamétriques. Voilà. Et grâce au logiciel, on peut en faire une synthèse et vous donner des images intelligentes, composites, comme le S-index, qui vous donne une signature, sans que vous ayez à vous préoccuper, vous, radiologue, qui vous avez autre chose à faire, de tous ces paramètres un par un. Voilà. Donc c'est la première évolution, c'est d'arriver à intégrer tous ces paramètres dans une synthèse. La deuxième révolution, c'est que, quand on était étudiant, on a appris l'anatomie en 3 dimensions, puis après, pour ceux qui ont voulu devenir radiologues, ils ont appris les ombres chinoises, donc il a fallu reconstituer l'anatomie sous forme d'ombres. Puis après, le scanner est arrivé et il a fallu tout recommencer avec des coupes. Et pendant ce temps-là, le cerveau du radiologue, il a toujours reconstitué en 3 dimensions. Donc l'intérêt aussi de l'informatique, c'est qu'on revient finalement au monde du 3D, c'est-à-dire en fait à des images virtuelles qui vous donnent une vision de la nature de ce que vous avez sur vos images, sans que vous ayez à faire l'effort de reconstruction en 3 dimensions dans votre tête, puisque ce sera le logiciel qui le fera pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.